Avant d'envisager l'hétérogénéité des juridictions administratives spécialisées, il faut préciser que celles-ci forment un ensemble d'une cinquantaine de juridictions qui partagent plusieurs points communs. Le premier est qu'elles statuent toutes au nom de l'État. Cela a été énoncé par le Conseil d'État dans un arrêt du 27 février 2004, Madame Popin. En l'espèce, un professeur a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prise par le conseil d'administration de son université et réclame l'engagement de la responsabilité de l'université pour le dommage causé par cette sanction. Le Conseil d'État rejette la demande au motif qu'elle est mal dirigée. Il juge en effet que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'État, si bien que ce dernier est seul responsable des dommages pouvant résulter pour les justiciables de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée par les juridictions administratives spécialisées. Le deuxième point commun résulte de l'article L. 821-1 du Code de justice administrative. Cet article précise que toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. En d'autres termes, toutes les juridictions administratives spécialisées sont soumises, directement ou indirectement, au contrôle de cassation du Conseil d'État, soit parce qu'elles rendent leurs décisions en premier et dernier ressort, soit qu'elles rendent des décisions susceptibles d'appel devant des juridictions dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Nous y reviendrons. En dernier lieu, les juridictions administratives spécialisées sont soustraites au Code de justice administrative, qui ne s'applique qu'aux juridictions administratives de droit commun, Conseil d'État, CAA et TA. Cependant, de nombreuses règles de procédure leur sont communes et sont similaires à celles contenues dans le Code de justice administrative. Les règles liées à l'impartialité, au caractère contradictoire de la procédure, au secret du délibéré ou encore à la motivation des jugements s'appliquent aux juridictions administratives spécialisées. Par exemple, dans un arrêt du 23 février 2000, l'arrêt Société Labor Métal, le Conseil d'État a jugé que le principe d'impartialité et celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle soit régulièrement rendue par la Cour des comptes, alors que celle-ci a précédemment évoqué l'affaire dans un rapport public. Par ailleurs, il arrive régulièrement que le Conseil d'État explicite des règles de procédure applicables à l'ensemble des juridictions administratives, y compris donc aux juridictions administratives spécialisées. Un arrêt du 1er octobre 2014 en fournit un exemple, s'agissant des pouvoirs du juge chargé de l'instruction. Dans cet arrêt, le Conseil d'État explicite ses pouvoirs et précise que la Cour nationale du droit d'asile, comme toute juridiction administrative, est tenue d'exercer son pouvoir d'instruction selon ces règles. Au-delà de ces règles communes, les juridictions administratives spécialisées se caractérisent par leur importante diversité. Celle-ci se présente à plusieurs niveaux. D'abord, l'organisation est différente d'une juridiction spécialisée à l'autre. Certaines juridictions sont composées de magistrats, c'est le cas des juridictions financières, d'autres sont composées de fonctionnaires, c'est le cas des sections disciplinaires des conseils académiques des universités. D'autres sont composées de représentants des professions concernées, c'est le cas des ordres professionnels, des professions libérales. D'autres encore sont composées de personnes choisies en raison de leurs compétences dans la sphère d'intervention de la juridiction. L'exemple le plus significatif est celui de la Cour nationale du droit d'asile. Ensuite, la compétence d'attribution des juridictions administratives spécialisées diffère de l'une à l'autre. Leur champ de compétence est déterminé par les textes qui les instituent. On trouve des juridictions compétentes en matière financière, d'autres compétentes en matière disciplinaire ou encore d'autres compétentes en matière sociale. L'importance de leur activité est également variable. Si certaines juridictions ne rendent que quelques dizaines de décisions par an, d'autres en rendent plusieurs milliers. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une justice marginale. Le cumul de l'ensemble des juridictions administratives spécialisées représente au contraire une forte activité juridictionnelle. L'existence de ces juridictions spécialisées
s'explique par les matières techniques qui leur sont confiées et qui exigent de faire appel à des personnes qualifiées pour en connaître. Pour mettre de l'ordre dans cet agglomérat de juridictions, plusieurs distinctions peuvent être retenues. La première consiste à classer les juridictions administratives spécialisées en fonction de leur domaine de compétence. Ainsi, on peut identifier des juridictions financières, on y trouve la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, et les chambres régionales des comptes. Ces différentes juridictions font l'objet d'un code, le code des juridictions financières. Deuxième catégorie, les juridictions sociales. On y trouve la Commission centrale d'aide sociale ou encore les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Troisième catégorie, les juridictions disciplinaires. On y trouve par exemple le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège, le Conseil académique des universités pour les enseignants-chercheurs, ou encore les chambres disciplinaires des ordres professionnels. Quatrième catégorie, les juridictions en matière de droit des étrangers, avec notamment la Cour nationale du droit d'asile. La deuxième classification consiste à distinguer les juridictions administratives spécialisées selon leur office. On trouve ainsi des juridictions qui statuent sur des recours exercés contre une décision administrative. C'est le cas par exemple des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale qui sont saisis de recours contre les décisions du préfet, du directeur de l'agence régionale de santé ou encore du président du conseil départemental concernant la tarification des établissements et services sanitaires et sociaux. On trouve également des juridictions qui statuent sur des poursuites disciplinaires et qui prononcent des sanctions à l'encontre des personnes poursuivies. C'est le cas du Conseil supérieur de la magistrature. On trouve également des juridictions qui prennent des décisions en dehors de toute contestation ou de poursuite. C'est le cas de la Cour des comptes qui se prononce sur la régularité des comptes des comptables publics de l'État. Une troisième présentation, plus pertinente d'un point de vue contentieux, consiste à opposer les juridictions administratives spécialisées qui interviennent en premier et dernier ressort et celles qui comportent deux échelons, un échelon de première instance et un échelon d'appel. C'est cette distinction que l'on retiendra ici. Premier paragraphe, donc, les juridictions statuant en premier et dernier ressort. Les juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort sont celles pour lesquelles il n'existe pas de procédure d'appel. Leurs jugements sont seulement susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. En pratique, il s'agit de juridictions uniques, dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national. En d'autres termes, ce sont des juridictions qui n'ont pas d'échelon local. Nous citerons les exemples les plus illustratifs. Le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord, nous l'avons déjà cité à plusieurs reprises. Il constitue une juridiction administrative spécialisée pour le contentieux disciplinaire des magistrats du siège. Il dispose d'une existence constitutionnelle en vertu de l'article 65 de la Constitution. Cet article énonce en effet la composition de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège. Cette composition a été modifiée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a supprimé la présence du président de la République et du ministre de la Justice. Désormais, cette formation est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend en outre 5 magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, un avocat et 6 personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun 2 personnalités qualifiées. Autre exemple, la Cour des comptes. Créée en 1807, elle dispose de diverses missions qui ne correspondent pas toutes à des fonctions juridictionnelles.
Depuis la révision du 23 juillet 2008, en effet, elle est citée à l'article 47-2 de la Constitution en tant qu'organe assistant le Parlement dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Concernant sa fonction contentieuse, l'article L111-1 du Code des juridictions financières lui donne une compétence de principe en premier et dernier ressort pour juger les comptes des comptables publics, sous réserve des compétences qui sont données aux chambres régionales des comptes. En pratique, donc, la Cour des comptes est compétente pour les comptes des comptables publics de l'État et des établissements publics de l'État. Troisième exemple de juridiction spécialisée se prononçant en premier et dernier ressort, la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a été créée par la loi du 25 septembre 1948 et elle est chargée de sanctionner les fautes lourdes ou les irrégularités dans la gestion des finances publiques qui ont été commises par les fonctionnaires, les ordonnateurs, les gestionnaires des organismes et collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes, ainsi que les fautes commises par les membres de cabinets ministériels et les comptables publics. La Cour nationale du droit d'asile constitue également un exemple. Elle a succédé en 2007 à la Commission des recours des réfugiés qui avait été créée par la loi du 25 juillet 1952. Elle statue sur les recours dirigés contre les décisions de l'OFPRA qui refusent le titre de réfugié ou qui refusent d'accorder l'asile territorial. Selon l'article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette juridiction est présidée par un membre du Conseil d'État. Ces formations de jugement sont composées de 3 catégories de personnes, de magistrats provenant des ordres juridictionnels administratifs et judiciaires, d'abord, de personnalités qualifiées nommées par le vice-président du Conseil d'État ensuite, et enfin de personnalités qualifiées de nationalité française nommées par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État. À côté de ces exemples significatifs, quelques autres exemples plus anecdotiques de juridictions administratives spécialisées peuvent être cités. C'est le cas par exemple du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui sont elles-mêmes des juridictions spécialisées, on y reviendra après. Ce Conseil supérieur statue en matière disciplinaire vis-à-vis des magistrats de ces chambres. Autre exemple, la juridiction disciplinaire des personnels scientifiques et médicaux des centres hospitaliers et universitaires. Et enfin, dernier exemple que l'on peut citer, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui est chargée de connaître des réclamations faites contre les décisions administratives prises par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Deuxième paragraphe, les juridictions hiérarchisées. Il est ici question de juridictions administratives spécialisées formant un ensemble hiérarchisé avec des juridictions de premier ressort et des juridictions d'appel. Les décisions rendues par ces dernières peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Les exemples que l'on peut citer sont les suivants. D'abord, les juridictions ordinales, c'est-à-dire les juridictions des ordres professionnels qui connaissent du contentieux disciplinaire vis-à-vis des membres de l'ordre. En effet, quel que soit l'ordre professionnel en cause, médecin, pharmacien, expert comptable ou encore architecte, on trouve en première instance une chambre disciplinaire départementale ou régionale et en appel une chambre disciplinaire nationale. Autre exemple, les juridictions disciplinaires de l'université. La section disciplinaire du Conseil académique des universités est compétente en première instance et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est compétent en appel en vertu de l'article L232 et L712-4 du Code de l'éducation. Exemple suivant, les juridictions de pension militaire d'invalidité. Les tribunaux départementaux des pensions sont compétents en première instance, puis les cours régionales des pensions sont compétentes en appel, en vertu de l'article L711-1 précité du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Les juridictions sociales fournissent également des exemples de juridictions hiérarchisées. Les recours formés contre les arrêtés tarifaires pris par les administrations d'État ou les administrations territoriales, concernant donc les établissements sanitaires et sociaux, relèvent en premier ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et en appel de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Le contentieux de l'aide sociale aux personnes âgées, handicapées, de la couverture maladie universelle relève en premier ressort quant à lui des commissions départementales de l'aide sociale et en appel de la commission centrale d'aide sociale. Il faut toutefois noter que ces deux juridictions administratives spécialisées ont vocation à disparaître sous l'effet de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En effet, cette loi prévoit une unification du contentieux social au profit du tribunal de grande instance à compter de 2019. Autre exemple de juridiction hiérarchisée, ce sont les juridictions financières. Lors de la réforme de la décentralisation en 1982, le législateur a créé des chambres régionales des comptes qui sont chargées de juger les comptes des comptables publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cela résulte de l'article L. 211-1 du Code des juridictions financières. Ces juridictions statuent en premier ressort et leurs jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes. Ainsi, la Cour des comptes est à la fois, on l'a vu tout à l'heure, une juridiction de premier et dernier ressort et également, on le voit ici, une juridiction d'appel. Cette particularité n'est pas inédite. On la retrouve notamment pour le Conseil d'État qui concentre des compétences de premier ressort, des compétences d'appel, mais aussi une compétence de cassation. C'est ce que nous approfondirons en étudiant la répartition de compétences au sein de la juridiction administrative.